Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue. Ravi de vous retrouver ce matin pour partager avec vous le meilleur de l'information, l'actualité telle que traitée par la presse papier. Et comme chaque matin, les rédactions sont mobilisées et travaillent encore avec nous pour la beauté de l'information. Finalement, Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 février 2018. Merci de nous suivre à Baguida et à Nyekonakwe où il sonne 7h presque 6 minutes. Bienvenue sur la chaîne. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Togo Matin, l'hebdomadaire chronique de la semaine, la nouvelle tribune, Ouara les vainqueurs, flambeau des démocrates et l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Notre invité ce matin, c'est Mohamed Madi Diabakate. Avec lui, il est politologue, expert des questions de sécurité et de paix et président du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Avec lui, nous reviendrons tout à l'heure sur le dialogue politique qui s'ouvre le 15 février prochain. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Et nous allons commencer la revue de presse avec le quotidien Liberté. Liberté qui est dans les kiosques ce matin évoque la crise politique avec Togo Debout. Togo Debout veut un dialogue sincère qui pose les vrais problèmes et qui apporte donc les bonnes solutions. Vous lirez l'article à la page 4. Tension à Kpémé et à Otoé. Licenciement, arrestation et sanctions se poursuivent à la SNPT. Le journal revient sur le sujet. Et puis sur un article que le confrère La Lettre du Continent a publié, Fort Gnassingbé face à la colère du monde arabe, la BID et le Fonds coïtien suspendus ou suspendant leur coopération avec le Togo. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Togo Matin. Togo Matin avec Dieudonné Kourolakina qui est au téléphone avec nous. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné. Vous revenez sur la crise politique toujours, le respect du principe de suspendre les manifestations publiques jusqu'au dialogue. Brigitte Adjamagbo, pour vous, perd complètement les pédales. Brigitte Adjamagbo, Johnson perd le pédale, en effet, parce que dans une interview accordée hier à Jeune Afrique aussi, donc du magazine panafricain Jeune Afrique, Brigitte Adjamagbo, la coordinatrice de la coalition des 14, est revenue sur la question et sur la question qui agite un peu le paysage politique togolais depuis donc la signature et la publication de ce communiqué conjoint par les émissaires ghanéens et guinéens annonçant donc la date de l'ouverture du dialogue et demandons clairement à toute la classe politique de suspendre les manifestations publiques jusqu'à l'ouverture et pendant le dialogue. Donc, en effet, Madame Brigitte Adjamagbo disait et répondait en disant justement, est-ce que vous nous avez vu prendre un engagement, m'avez-vous signé un document quelconque, etc. Alors, nous estimons effectivement que, et le ministre Gilbert Bahara le disait si bien il y a quelques jours, que Brigitte Adjamagbo et lui-même étaient effectivement les deux acteurs présents lors de la signature de ce document par les facilitateurs ghanéens et guinéens. Oui. Alors, il n'est pas question justement de faire de la grandiloquence aujourd'hui, il n'est pas question de se jeter dans quelque rhétorique que ce soit parce que ce qui se passe est à la veille donc de ce dialogue, de cet important dialogue, mais c'est justement de permettre ou de faciliter la voie pouvant amener à ces réformes. Et il nous semble que un engagement reste un engagement. Le minimum justement, c'est que
avant justement de pouvoir apposer leur signature au bas de ce communiqué, et en présence de Gilbert et de Gilbert Barret, de Boyi Kadiamagbou, mais il a fallu nécessairement obtenir leur accord. Et il nous semble qu'il faut donc éviter de faire des contorsions aujourd'hui pour dire non, on n'a pas pris d'engagement, nous sommes libres de manifester, alors que le communiqué en vient clairement à toute la classe politique donc de suspendre toute manifestation publique. On lira votre analyse donc à la page 3 de votre journal. Et puis, au niveau de l'éditorial, vous parlez de l'intérêt commun en politique finalement. Oui, l'intérêt commun en politique, en effet, parce que, vous savez, l'ambassadeur des États-Unis, David Gilmour, a reçu une délégation de la coalition le mardi dernier, de la coalition de 14 de mardi dernier, et l'un des messages forts, l'un des messages clés que ce dernier leur a adressé, c'est justement l'intérêt ou l'importance que revêt le programme Millennium Challenge Account pour notre pays. Nous partons effectivement de cette rencontre, de cette visite avec l'ambassadeur des États-Unis et cette phrase importante donc de leurs échanges pour dire ou pour relever combien il était possible, ou il est toujours possible donc de voir des Togolais se rendre auprès des institutions internationales, auprès des organisations internationales pour avilir l'image de leur propre pays, pour rabaisser l'image de leur propre pays, juste au nom des divisions politiques, et il nous semble justement que cette rencontre, à quelques jours de ce dialogue, pourrait servir d'une leçon utile et pratique pour qu'on comprenne quand même que quand il est question des intérêts du pays, on peut mettre de côté les divisions politiques et véritablement avancer, parce que le Millennium Challenge Account, effectivement, c'est beaucoup d'argent destiné à lutter contre la pauvreté. Et ce n'est pas nécessairement de l'argent pour aider donc les ministres, pour aider les membres du parti au pouvoir, etc. Donc, mettons en avant l'intérêt supérieur de la nation à la veille donc de ce dialogue très très important. Il nous semble que c'est la leçon d'ailleurs avec cette rencontre. Alors, vous évoquez aussi la question de développement ce matin, entrepreneuriat, social et emploi des jeunes, des projets multiplicateurs finalement. Oui, parce que nous assistons à une poussée, à une floraison donc de lancement de projets qui prennent forme ces derniers jours, et nous consacrons tout un dossier donc à ces différents projets. Ces différents projets, que ce soit dans le domaine donc de l'emploi des jeunes, de la santé et du social, qui sont donc effectivement des axes aujourd'hui prioritaires, des axes principaux de la politique de développement du gouvernement, et donc histoire justement du gouvernement conscient de la nécessité d'œuvrer pour de meilleures conditions de vie des jeunes et des femmes et des enfants. Alors, toutes ces institutions de l'État, avec les partenaires au développement et les acteurs du privé, sont mis à contribution afin de créer un développement. Il y a quelques jours, le chef de l'État lançait à Yaka 2 projets sociaux importants. Hier, donc, il était question avec le paillage SP d'un renouveau dans le domaine de la culture de l'esprit entrepreneurial, etc., etc. Donc, nous revenons, nous reparcourons justement tous ces importants sujets ou tous ces importants projets sociaux que le gouvernement, naturellement sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement donc et le chef de l'État promeuvent ces derniers temps. D'accord, très bien. On lira tout ça dans votre journal, le quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné Korolakina.
Merci beaucoup, très cher Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Taxi FM 93.1. Dans les kiosques aussi ce matin, vous avez l'hebdomadaire, le changement, le numéro 581 de ce jeudi. Et le confrère évoque la question du dialogue politique en perspective. Une perte de temps, d'énergie et d'argent, soutient le journal Le Changement. Obus et Net appelle à la vigilance. Le parti des Togolais demande le départ de Forgne à la fin, Forgne signe son temps, à la fin des discussions. Vous lirez tout cela dans le journal CR à la page 3. Et puis ce grand dossier de notre confrère par rapport donc à la diplomatie togolaise. Le professeur Robert Doucet à la tête d'une diplomatie gagnante depuis plus de 4 ans, relève le journal. Et puis la question de la réduction de la pauvreté. Le SMC lance la production commune. Vous lirez l'article dans le journal Le Changement. Notre deuxième rédaction ce matin, c'est celle de Flambeau des démocrates avec le rédacteur en chef Joly Isaac Agbessi qui est au téléphone avec nous. Joly, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints et dans votre éditorial, vous parlez de bagarre inclusive. Faites forcément allusion aux discussions politiques qui s'annoncent. Oui, nous faisons allusion au dialogue évidemment qui va s'ouvrir dans moins de 10 jours. Bien sûr. Vous savez que l'information principale qui fait cette actualité, c'est l'inclusion pour laquelle se battent les partis politiques. Pour ce qui est de ce dialogue qui va s'ouvrir dans moins de 10 jours, comme je le disais tantôt, il faudra résoudre la cruciale question de la composition des délégations aux assises. Autour de cette question, il y a un bagarre que nous qualifions de bagarre inclusive, juste pour soulever le paradoxe que dégage le mot inclusion. Vous savez, Eric, que ce n'est pas la première fois que le terme inclusion suscite une telle polémique. Je me souviens que la première fois que ce terme s'est glissé dans les propos du chef de l'État pour régler le problème de l'exclusion financière à travers la finance inclusive, Eric, que de critiques acerbes d'imagination fertile à propos. Aujourd'hui, le terme inclusion revient plus au devant de la scène politique et cela devient une grève de tranchée entre coalition et forces non coalisées. Et je me souviens que le Abbas Kaboua, le net de Djiritama et Obus sont montés au créneau pour réclamer que ce dialogue soit véritablement un dialogue inclusif. Et depuis lors, c'est un tiraillement entre la coalition et les forces non coalisées. Ce matin, nous avons voulu caricaturer cette lutte pour l'inclusion que demandent tant les différents partis politiques. D'accord, très bien. Écoutez, c'est vrai, vous le disiez, on l'a vu avec Obus le net et puis Abbas Kaboua. Et l'autre sujet que vous évoquez ce matin, c'est par rapport donc à la contractualisation dans le domaine de la santé, bien sûr. La contractualisation prend de l'eau, c'est l'information principale, puisque l'EMI, qui est la structure de pilotage du projet, plie bagage. Oui, l'EMI, la structure de pilotage du projet, entendez, l'entraide médicale internationale, ce bagage, sans que personne ne le sache. C'était la structure qui était chargée de piloter le projet à Takpamé et à Brita. Et depuis, cette société a renoncé à l'exécution du contrat pour plusieurs raisons. Alors qu'il fallait lancer un nouvel appel d'offres, le ministre de la Santé, le professeur Mijiawa et le directeur Afrique de l'Ouest de l'EMI, en connivence, sont tentés de masquer la triste réalité en montant une autre structure qu'ils ont dénommée GSA. Et depuis lors, c'est sous la coupole de cette nouvelle structure que le directeur Afrique de l'Ouest de l'EMI, qui s'appelle Raphaël Klender, opère après le départ de son institution. Mais pour les populations, même pour le chef de l'État, c'est toujours l'EMI qui continue à assurer les prestations. Nous avons donc tenu ce matin à révéler au grand jour le jeu d'intérêt qui entoure cette contractualisation made in Nijiawa. Oui. Histoire qui nous rappelle peut-être l'affaire Bolloré et du Puy-de-Bí. Oui. Ce truc de passe-passe en ce temps-là qui avait causé assez de problèmes. Aujourd'hui, cette affaire qui nous rappelle, c'est l'affaire du Puy-de-Bí et puis Bolloré, a assez de... On peut déjà commencer par s'interroger sur l'avenir du CSA quand cela se passe comme ça. Il y a toute une magouille qui était instaurée entre notre cher ministre et puis le directeur Afrique de l'Ouest de l'EMI qui aujourd'hui pilote ce projet. Ah d'accord. Très bien. Écoutez, c'est quand même une information qu'on va suivre, bien entendu. On lira l'article à la page 3 de votre journal Flambeau des démocrates ce matin. Vous parlez également du dialogue. Pour un dialogue réussi, chaque camp face à sa responsabilité aujourd'hui, Joly. Oui, véritablement, Eric. Les responsabilités, on doit en parler parce que le train du dialogue est en marche. Mais en se basant sur les expériences du passé, il s'avère impérieux d'éviter chacun des acteurs à l'objectivité
pour beaucoup plus accorder une chance de réussite à cette pourparlers. Au pouvoir, nous disons ce matin de se montrer disposé pour rechercher la bonne formule visant à opérer de réformes en profondeur pour garantir peut-être la paix sociale. À l'opposition, on se demande de prioriser les sujets d'envergure, notamment la limitation du mandat présidentiel, la question du fichier électoral, pour que les populations qui souffrent tant puissent s'en sortir. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire là aussi l'article dans le journal, et puis la question de la pauvreté, vous la traitez aussi ce matin, lutte contre la pauvreté justement. Fort Gnassingbé multiplie les initiatives sociales. Oui, depuis l'année écoulée, on a senti que Fort est en train de multiplier les initiatives sociales. Donc, parleront de cette crise qui s'est ouverte entre l'opposition et le parti au pouvoir. Mais nous, on a ressenti que le social restait le cheval de bataille du chef de l'État. Et donc, le mardi dernier, le chef de l'État a encore lancé 2 projets dans la région de la Kara. Il s'agit des filets sociaux et services de base qui offrent des services en matière de santé et d'éducation. Et il s'agit aussi du projet d'opportunités pour l'emploi des jeunes. Et donc ce matin, nous avons tenu à faire le film de ce lancement qui s'est déroulé le mardi dernier. Très bien, on lira tout cela dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup, joli Isaac Agbessi. Merci Eric et bonne journée. Bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Je voulais tout rectifier. Joli Isaac Agbessi est le directeur de la rédaction de Flambeau des démocrates. Très bien, c'est noté. Dans les caisses aussi ce matin, le mensuel d'information de la Cour d'appel de Lomé, reflet du palais, avec l'invité spécial, je veux voir, Monsieur Isso Alassani Rachid, qui est le président du tribunal de Niamtougou. Il dit, je cite, « Les justiciables ne savent pas qu'une fois la décision prononcée à l'audience, il faut revenir voir le greffier pour se faire délivrer une expédition et faire signer ou signifier le jugement ou l'ordonnance à son contradicteur. » Vous lirez, n'est-ce pas, sa réaction dans le journal Reflet du Palais ce matin. Et puis, par rapport donc à la Cour d'appel de Lomé, la première session des assises de l'an 2018 s'ouvre le 5 mars prochain. À lire aussi dans le journal. Et puis, il y a des questions-réponses, des questions de droit, la Cour pénale internationale, que savoir. Vous lirez tout cela dans le journal Reflet du Palais, le mensuel d'information de la Cour d'appel de Lomé. Au téléphone, notre troisième rédaction, c'est celle du journal La Nouvelle Tribune. C'est avec Elom Atisogbe, le patron. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Taxi FM. Alors, parlant de la crise politique au Togo, vous publiez ce matin des interviews croisées de Gilbert Baora et de Brigitte Adjamagbo-Johnson. On va laisser cela à nos auditeurs, à vos lecteurs. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le cas du général CI Memen. Vous parlez de l'épreuve du feu aujourd'hui. Oui, c'est le titre que nous avons choisi pour illustrer cet article. Depuis quelques mois déjà, vous savez qu'il y a une crise politique dans le pays, et notamment portée par l'opposition en ce qui concerne la revendication relative au retour à la Constitution de 1992, et notre revendication relative aussi au droit de vote de la diaspora. Et donc, à l'appel du Parti national panafricain de M. Tiki Salifou Akadam, il y a eu des manifestations depuis le 19 août, et donc le Parti national panafricain qui a grandi ses rangs avec d'autres partis politiques de l'opposition, ce qui a formé ensuite la coalition 14, mais il se pose un problème même au niveau de la région centrale en ce qui concerne notamment un général de l'armée togolaise, en la personne du général Seyi Memen, qui est quand même un dignitaire du pouvoir, un ancien du système RPT, Rassemblement du peuple togolais, de fin parti, sur les cendres duquel a émergé Union pour la République. Et donc, il se fait que les liens familiaux qui existent entre le général Seyi Memen et M. Tiki Akadam, qui porte aujourd'hui le flambeau de la contestation, porte préjudice à l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Ce qui fait qu'entre-temps, il y a eu de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre le général Imemen et ses collaborateurs au niveau du pouvoir, même au niveau de la hiérarchie de la haute hiérarchie de l'armée togolaise. Ça ne colle pas parce que on soupçonnerait monsieur chez Imemen d'être de connivence avec monsieur Siki Salifou Akadam ou de ne rien faire pour pouvoir sortir ce codé de la crise. Et donc nous sommes revenus sur le sujet dans notre parution du jour pour analyser tous ces contours, surtout que depuis septembre le général n'est plus au pays. Il est en France pour des soucis de santé officiellement, c'est ce qu'on apprend, et nous avons quand même pu interroger son entourage qui crie au complot, et nous avons fait une analyse de la situation par rapport à ce qui se passe, parce que toujours est-il que le général Imemen est quand même un pilier du pouvoir et quand même un dignitaire du pouvoir et un personnage clé de la région centrale et qui est quand même très écouté. Et donc, nous sommes revenus dessus, nous sommes revenus également sur la violation de ces domiciles de Lomé, de ce codé. Et on constate qu'il y a un silence de l'homme. L'homme se mure dans un grand silence, malgré tout ce qu'il traverse. Nous n'avons pas pu réussir à l'interroger parce que, comme je l'ai dit tantôt, il traverse une zone de turbulence relative à des soucis de santé. Et depuis 2010, l'homme a quand même décidé de prendre sa retraite par rapport à des soucis de santé. C'est ce qu'il a confié à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique a quand même des répercussions sur le général octogénaire. Et nous sommes bien évidemment revenus sur tous ces détails et notamment là où il vit actuellement, parce que on a fait des recoupements par rapport aux régions dans lesquelles on a aperçu le général ces derniers jours en France par rapport à ces soucis de santé. On lira tout cela dans votre journal à la page 3 et puis par rapport toujours à notre situation de crise. Vous nous informez que Macron est attentif donc à la crise togolaise. Parlons maintenant de l'université de Lomé, puisque depuis plusieurs semaines maintenant la tension est maximale de ce côté. Et le président Dodji Kokoroko rassure ce matin dans vos colonnes. Oui, depuis quelques jours également au niveau de l'université de Lomé, la tension a atteint son paroxysme. À l'appel du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais et de la Ligue togolaise des droits des élèves et étudiants TDE, il y a eu des manifestations qui se sont pas du tout bien déroulées au niveau du campus. Course-poursuite entre le corps de la police universitaire et les étudiants. Et vous avez eu des étudiants, des images dans lesquelles les étudiants crevaient des murs. Et donc, par rapport à cela, le président de l'université, professeur Dodji Kokoroko, est sorti de son silence pour situer les responsabilités. Lui qui parle beaucoup plus d'un cadre de dialogue institué par les autorités pour pouvoir battre de tout ce qui est relatif aux problèmes des étudiants. Et dans la foulée, il a également précisé que la LTDE, c'est la Ligue togolaise des droits des élèves et des étudiants, n'est pas une organisation, une association estudiantine légalement constituée, ce qui quand même n'est pas nouveau parce que ça fait des mois que le professeur Dodji Kokoroko en parle, mais la LTDE continue de dire que l'association et sa constitution est légale et qu'elle dispose de tous les papiers relatifs, n'est-ce pas, à la constitution légale de son association. Et donc, le professeur Kokoroko a dit dans sa déclaration qu'il ne s'agit pas d'une crise et qu'il s'agit d'un mécontentement à l'université de Lomé. Il est revenu également sur les exactions du corps de la police universitaire et il a parlé d'une légitime défense parce que ce qui se passe, c'est beaucoup plus un groupe d'étudiants qui veut quand même instaurer la violence sur le campus universitaire, ce qu'il ne va pas accepter étant investi des pouvoirs de contrôle administratif au niveau de l'université de Lomé. Et donc, sur un autre volet, il a également parlé des enseignants-chercheurs, notamment de leur grève, en disant beaucoup plus qu'il a reçu un préavis de grève qui n'est même pas signé et donc qui est absolument nul endroit
Et donc, il a également décliné toutes les mesures prises aujourd'hui au niveau de l'Université de Lomé pour que les étudiants puissent renouer avec les cours dans de bonnes conditions et les efforts qui sont faits depuis sa nomination à la présidence de l'Université de Lomé. Et donc, pour pouvoir sortir de l'ornière aujourd'hui, le professeur Dodi Kokoroko pense que le cadre de dialogue institué par les autorités lomaises constitue l'endroit idéal pour porter les revendications et qu'il n'accepterait pas que le campus se transforme en champ de bataille afin que les uns et les autres puissent profiter pour casser ce qui existe aujourd'hui et pour pouvoir instaurer un climat de terreur sur le campus universitaire. Donc, en substance, voilà ce que le professeur Dodi Kokoroko, président de l'Université de Lomé, pense de la situation et au niveau du campus universitaire de Lomé. Parfait, très bien. Écoutez, on a compris. En tout cas, on cherchera votre journal dans les kiosques ce matin pour lire le reste. Vous avez également parlé de l'économie, beaucoup plus sur la fiscalité, vers une profonde réforme du Code général des impôts. On lira tout ça dans votre journal de la Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Eloma Tisogwe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Allez, bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. 7h31 sur Radio Taxi FM. Merci de nous faire confiance et de nous suivre fidèlement. Dans un peu plus de 30 minutes maintenant, vous aurez aussi la parole. Nous parlerons de la situation politique au Togo et les dialogues. Enfin, je veux parler des discussions politiques qui s'annoncent dans d'autres pays. Vous aurez aussi la parole sur le sujet. Et notre quatrième rédaction ce matin, c'est celle du journal La Chronique de la semaine avec Dominique Alizio. Dominique, bonjour. Bonjour Eric, comment vont tes passagers ce matin? Ils se portent très bien, vous êtes à bord du taxi, vous devez les observer. Alors on va aller à l'essentiel, Dominique, et vous parlez de la politique sociale du chef de l'État, beaucoup plus par rapport donc à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le président Faure Gnassingbé lance 2 projets sociaux à Yaka, c'est dans la préfecture de Doufelgoua. Évidemment, c'est le constat que nous faisons que au moment où les gens ou bien la coalition de l'opposition s'active à marcher dans les rues de Lomé et dans certaines grandes villes, le chef de l'État est préoccupé par son mandat social, notamment que faire pour alléger la situation des couches les plus défavorisées. C'est dans ce cadre qu'il est allé à Yaka, c'est un village dans la préfecture de Felgou, pour lancer 2 projets sociaux, notamment le transfert monétaire qui concerne près de 40 000 ménages, et la cantine scolaire à plus de 38 000 élèves et près de 14 000 jeunes auront accès à des projets communautaires. Mais le coût de cet investissement s'élève à près de 26 milliards. Et donc, vous conviendrez avec moi que le chef de l'État a misé gros pour permettre à ces couches les plus défavorisées d'avoir accès à à des situations beaucoup qui peut améliorer leurs conditions de vie. Et ce projet donc conduit par la NADEB, qui est une agence de l'État, qui donc s'occupe de gérer toute cette situation. Vous savez, dans le passé récent, dans les gens qui étaient les bancs de l'école juste parce que leurs parents n'avaient pas de moyens pour leur donner le petit déjeuner, le déjeuner à midi. Et donc, aujourd'hui, ce filet social permet donc à ces parents, à ces couches les plus défavorisées, de maintenir leurs enfants dans les écoles, avec la capacité aussi d'élèves, des filles dans les écoles publiques. Donc, je crois que c'est un élément qui peut contribuer efficacement à renforcer l'éducation au Togo. Très bien, écoutez, merci, on va lire l'article dans le journal. Et puis, les Togolais qui iront donc au dialogue le 15 février prochain. Dominique, vous parlez de l'opposition et pour vous, elle n'obtiendra ni le départ de Faure Gnassingbé, ni le retour à la Constitution de 1992, c'est ça?
Vous savez, lorsque vous lisez, vous scrutez le communiqué signé par les deux émissaires, notamment les émissaires de la Guinée et celui du Ghana, donc tous dans ce communiqué n'est nulle part mentionné. Le débat porteront sur le débat porteront sur le départ du président de la République ou sur le retour à la Constitution de 92. Donc, nous avons voulu aider justement les militants de l'opposition à comprendre qu'ils ont été bernés par les leaders dans des revendications populistes qui aujourd'hui ne seront pas au menu des discussions, des débats. Vous vous rappelez que le préalable posé par l'opposition portait sur la libération de ceux qui ont commis des crimes ou ceux qui ont procédé à des décisions de biens publics. Mais le communiqué précise clairement que à chaque effet, les discussions porteront en tenant compte des procédures judiciaires. Ça veut dire que le PR ne voudrait pas se gérer dans les affaires de la justice, l'exécutif ne voudrait pas se gérer dans les affaires judiciaires, et donc voilà, en grosso modo, nous avons donc, nous nous sommes interrogés comment l'opposition peut expliquer, puisque ce qui galvanisait la rue, peut-être qu'il devrait obtenir donc le départ du président Fanasile et surtout le retour à la Constitution de 90. D'accord. Or, nous avons dans notre article précisé clairement que le débat qui sera mené du juge, c'est sur la réforme. Et là, à ce niveau, il n'y a pas... C'est à ce niveau que tous les acteurs doivent accorder leur voix pour voir quelle constitution sera aujourd'hui plus adaptée. Et nous avons, dans ce cas, effleuré notamment les conclusions des travaux de la commission de réflexion sur les réformes mises en place par la télé de Ashpon, qui a également dans cette proposition proposé donc une nouvelle constitution. Et ça peut être au menu de discussion, et aussi les 3 articles envoyés par le gouvernement à l'Assemblée le 5 septembre dernier qui consacrait la limitation du mandat aux députés et au président de la République à 2 et le mot du scrutin. Donc nous nous sommes dit que voilà le vrai sujet qui sera au menu des discussions au cours de ce dialogue qui sera le 15 février prochain. Bien, si tout marche bien, enfin, on suppose. On est aussi habitué à des rebondissements au Togo. Et Dominique Alizou, merci quand même pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures, hein, sinon... les éléments du colonel Yak vous attendent dans des carrefours. Oui, hein. Vous savez, Dominique, que nous sommes respectueux de la loi, et toujours. Hein. Merci quand même, Dominique. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 93.1 Taxi FM. On me signale que nous avons déjà au téléphone le patron du journal Vision d'Afrique, Adam Adjou. Adam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne ce matin. Vous aussi, vous publiez l'interview du professeur Dodji Komlan Kokoroko, le président de l'université de Lomé ce matin. Évidemment, depuis ces dernières semaines, le campus de Lomé est sous l'effet de la rampe. Une situation pointillée par des remous liés aux sorties des mouvements estudiantins. Pour désamorcer les critiques et éclairer l'opinion sur les différentes facettes de cette situation qui a commencé par laisser un goût amer, le professeur Dodji Kokoroko a fait une sortie dans nos colonnes pour passer en revue les dernières actualités sur le campus de Lomé. Dans cet entretien, il souligne que le droit et la liberté de manifester et de revendiquer sont des situations consacrées par les textes au niveau du campus. Mais cette disposition est encadrée par des lois et des textes réglementaires pour ne pas transformer le campus de Lomé en une zone de désordre ou de non-droit, où celui qui casse le mieux les biens publics et privés
occasionnent des blessures aux usagers est applaudi. Allusion faite donc aux agréments dont devait disposer chaque mouvement avant l'organisation d'une assemblée générale. Il souligne également qu'il n'y a pas de crise sur le campus de Lomé. C'est un vent de mécontentement. Il revient ensuite que si le MIT avait respecté les consignes sur la tenue de son assemblée générale, il n'y aura pas de débordement. Quant à la LTDE, elle continue de mépriser et de défier en toute insolence l'autorité universitaire, ainsi que les règles et les procédures en vigueur. Donc l'encadrement de la vie associative, il a refusé de se conformer, la LTDE bien sûr, de se conformer à la procédure d'attribution d'agrément. Il souligne qu'il existe un cadre de dialogue sur le campus sur les questions des sciences pédagogiques et académiques. D'accord. Et il fait allusion encore en disant que le ministre de l'Enseignement supérieur reste aussi attentif à la condition étudiantine, notamment en ce qui concerne les bourses, allocations et la question des transports. Parfait. Il a fait une digression sur le gouvernement qui fait beaucoup d'efforts sans compter l'esprit d'innovation et d'audace de la présidente de l'Université de Lomé. Il est revenu sur les attributions du COPUL dont les critiques, si vous en souvenez, la semaine dernière, dans certains colonnes de la presse. Il dit la création du COPUL, donc le corps de la police universitaire, répond à un besoin de sécurisation des personnes, des biens, meubles et immeubles du domaine privé de l'État qui est l'université. Le périmètre de compétence de la COPUL est bien encadré avec un mandat clair et précis, assure-t-il. L'intégrité des usagers, l'exercice de leurs fonctions, ils sont souvent débordés, d'où la nécessité des fois de faire appel à la police conventionnelle. Aucun usager n'a le droit de se refuser derrière les franchises universitaires pour saccager et mettre en péril la vie des autres. Il est revenu sur certaines interdictions, notamment sur des TB et les TP organisés par les enseignants-chercheurs qui les font payer par les étudiants. Sur cette question, il dit que cette interdiction renforce simplement la place de l'éthique, l'égalité, la neutralité dans le traitement des étudiants. Voilà en bref ce que le professeur Kokoroko, il est revenu de fond en comble sur toute la situation que l'on connaît aujourd'hui sur le campus de Lomé. Donc nous invitons nos lecteurs à se procurer donc de Vision Afrique de ce matin. Et donc découvrir toutes ces questions abordées par le président de l'université de Lomé, en l'occurrence le professeur de Kokoroko. En tout cas, on a eu l'essentiel. En tout cas, on lira le reste dans votre journal Vision d'Afrique. Et puis, vous parlez également de l'ONU avec la vague de contestation qui pour sauver aujourd'hui encore l'institution. Adam. Bien évidemment, Eric, vous n'êtes pas sans savoir que les chefs d'État africains, après la CPI dont les critiques étaient très virulentes, la francophonie qui a essuyé une part avec le franc CFA, c'est le tour de l'ONU de goûter aux critiques parfois virulentes des chefs d'État africains. Pour ce nouveau randonnée, c'est le président, le très contesté Kabila, et le président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, qui inaugure donc l'avènement sur cette critique de la force, surtout onusienne, stationnée dans nos pays africains. Selon eux, ces forces onusiennes sont en service minimum dans leur mission ou dans leur mission statutaire. Kabila avait souligné donc que les forces onusiennes stationnées donc au Congo n'ont réussi jusqu'à ce jour, pendant plus d'une dizaine d'années, à neutraliser aucun groupe armé jusqu'à ce jour. Ces critiques font déjà grise mine, car si l'on se souvient, beaucoup de nos concitoyens des pays africains perdent chaque jour que Dieu fait des forces onusiennes dans chacun de ces pays-là. C'est dire que c'est l'enrichissement des pertes de vie et des forces onusiennes dans qui sont déployées dans des pays
il s'avère nécessaire donc que ces chefs d'État puissent repenser donc les périmètres avant de s'y engager. Nous disons tout simplement, au lieu de critiquer l'institution, faisons un effort d'asseoir dans notre pays des fondamentaux de la démocratie. Ceci éviterait des critiques souvent stériles qui donc mettent en berne un peu les institutions que les chefs d'État même du monde entier ont mis en place. Donc nous avons donc fait cette analyse pour appeler donc ces chefs d'État à pouvoir revoir bien évidemment leur copie. Très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal. Et puis vous parlez également des OMD et la production commune de l'ESMC officiellement lancée. C'était hier. Évidemment, vous savez, depuis 2 semaines, on essaie d'en parler. Oui, l'entreprise sociale pour le marché commun venait donc officiellement d'être lancée hier. On annonce déjà des vagues d'enregistrement. La population togolaise éprouve une forte adhésion à l'ESMC. On compte déjà 722 000 adhérents. Il sera donc une aubaine pour des couches déshéritées de refaire donc une santé financière. Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 17 objectifs des ODD, dont le premier point concerne en tout cas la lutte contre la pauvreté. Selon le gérant de l'ESMC, pour la première fois, les dirigeants du monde ont véritablement pensé au BAPEC. Il nous appartient de saisir cette opportunité pour, par notre propre intelligence, et le rendre concret. Il s'est réjoui par la suite du choix du Togo pour abriter la phase probatoire. Il compte tout mettre en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. Donc, Eric, tous ces sujets-là sont à retrouver dans nos colonnes ce matin. Oui, vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Adama Adjronou. Merci Eric, merci, bonne émission à tous. Merci et bonne journée à vous. Merci. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre dernière rédaction, la dernière que nous avons choisi de visiter ce matin, c'est celle de l'hebdomadaire à Ouara les vainqueurs, et c'est Michel Tchaya qui est au téléphone avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers de taxi. Merci de nous avoir rejoints. Et vous évoquez les efforts du chef de l'État en direction des couches les plus vulnérables, Faure Gnassingbé, qui a lancé 2 projets à Yaka, c'est dans le Dufalgo, on l'évoquait tout à l'heure avec Dominique. Oui, vous savez que de temps en temps, quand même les commissaires du gouvernement sont sur le terrain pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations à la base, et afin d'apporter des solutions. Le chef de l'État lui-même descend de temps en temps aussi pour vivre ce qui se passe sur le terrain lui-même. Et vous avez constaté que, en fin de l'année dernière, il a accentué ses descentes sur le terrain pour inaugurer ici et là des projets sociaux, de poser pour la construction des ouvrages pour les populations à la base. Et c'est dans ce sens qu'il était le mardi dernier à Yaka, dans la région du Folgou, où il a lancé 2 projets. 2 projets dont le premier s'appelle le FBS. Le FBS qui est un projet qui est essentiellement dirigé vers l'emploi des jeunes vulnérables. Et ce projet vise à faciliter l'accès des populations pauvres aux services socio-économiques de base. Et il est financé à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA sous forme de dons par la Banque mondiale. Le second projet, c'est le projet EJF, qui prend en compte les jeunes de 13 à 35 ans des zones rurales, mal scolarisées ou victimes d'handicap. Il est aussi financé par la Banque mondiale. Donc, c'est des projets sociaux qui vraiment vont à terme contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la base. Vous savez que les zones rurales sont les zones les plus souvent
le plus souvent très pauvre, et que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est tellement attentif et descend de temps en temps pour apporter de l'aide pour soutenir ces populations-là à sortir de leur état de pauvreté. Parfait, très bien. L'autre sujet, c'est la question politique, le dialogue en vue. Pour vous, le groupe des 14 tergiverse sur le sujet? Oui, c'est en tout cas le constat que nous avons fait depuis l'annonce de la date du dialogue pour le 15 février prochain. Vous savez que juste après que la médiation est signée, co-signé avec la coalition, le comité ayant sanctionné les travaux qui ont abouti en tout cas à l'arrêt de cette date. Juste après, les membres de la coalition ont pondu un autre communiqué où ils disaient qu'ils exigeaient des clarifications sur un certain nombre de points. Cette attitude, à notre avis, constitue en tout cas est une preuve, est une manière de jouer au dilatoire et de montrer que les divisions qui règnent dans cette coalition-là se font en tout cas voir au grand jour, parce que vous savez que dans cette coalition il y a fondamentalement deux groupes. Le groupe qui veut quand même qu'on puisse aller à ce dialogue-là pour sortir le Togo de la situation actuelle, et un autre groupe, en tout cas appelé par Jean-Pierre Fabre, qui pense que seules les manifestations de rue peuvent venir à bout de ce régime. Et pour Jean-Pierre Fabre, le fait d'aller au dialogue est un échec, puisque, en tout cas, c'est un échec politique, parce que au départ, ils ont voulu chasser Faure-Gnassingbé. En tout cas, lui et ses amis ont voulu chasser Faure-Gnassingbé par la rue. Et le fait d'aller s'asseoir avec le pouvoir en place veut dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Donc, ce groupe fait tout pour que le dialogue du 15 février, en tout cas, ne tienne pas, ou peut-être si ce dialogue venait à s'ouvrir, qui n'aboutissent pas sur des résultats, en tout cas, satisfaisants pour le peuple togolais. D'accord, très bien. Écoutez, Michel, on a compris bien. Par rapport toujours à ce dialogue et à l'entendement, justement, le dialogue, ce matin, vous présentez le vrai visage de Salifou Tikbi Atedam de 1990 à nos jours. Oui, vous savez que pour beaucoup de Togolais, Atedam est venu sur l'affaire politique à partir du 19 août. Il est connu, il est peu connu des Togolais, mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas un effet pour en politique. Déjà dans les années 90, c'est un monsieur qui a commencé à faire ses armes en politique en rejoignant le camp de l'UPD d'alors, dirigé par Edem Kodjo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce camp de Edem Kodjo qui a torpillé les chances de la pénance en rejoignant le camp du RPT d'alors pour former le gouvernement et laisser filer les chances de la pénance. Et Tikbi Atedam a été nommé en ce moment-là justement au secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjian par le premier ministre d'alors, M. Edem Kodjo. Et vous comprenez que le régime que M. Tikbi Atedam présente aujourd'hui comme la lettre du monde, lui-même a contribué, lui-même a géré, a aidé ce régime, à gérer ce régime, à collaborer avec ce régime. Et ces anciens amis-là, ces anciens, en tout cas, disons, ces anciens camarades de lutte là, qui ont, dans les années 92, en rédigeant la Constitution, ignoré que la diaspora devait quand même prendre part au vote parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de fichier fiable de la diaspora pour qu'elle participe au vote. Donc, à ce moment-là, il faut reconnaître que
le président actuel peut-être n'était qu'un étudiant. On pense que c'est force de sécurité à monter de toutes les circonscriptions qui défendent ces conseils, alors que à ce moment-là, le chef de l'État actuel n'était qu'un étudiant. Et donc, ce qu'il faut retenir très brièvement, c'est que Dicko Achadam, le fait de demander le retour à la Constitution de 1992 visait seulement un objectif. L'objectif, c'était de faire démissionner le chef de l'État. Vous avez vu, son langage a été corsé par la suite en disant démission immédiate du chef de l'État et refus catégorique de dialogue parce que pour lui c'était trop tard pour dialoguer avec le chef de l'État et que la solution c'est son départ. Et donc, progressivement, Dicko Achadam voit ses intentions, en tout cas, s'éloigner. Et aujourd'hui, on parle du dialogue. Si dialogue il doit avoir, à quoi ont servi les morts, les pertes en vie humaines, les dégâts matériels et autres. Aujourd'hui, le fils de Tchao Dicko Achadam devait normalement demander pardon au peuple togolais. Donc c'est un monsieur qui a un agenda attaché. Et je souhaiterais que, pour ne pas vider l'article, que ceux qui vont prendre le journal, voilà, les 23 de ce matin, vont voir comment nous avons encore essayé de peindre le monsieur, de décrire de 1980 à nos jours le parcours de ce monsieur-là, qui aujourd'hui, pour certains, était libérateur, alors que ce monsieur était bel et bien là et a participé à beaucoup de choses. D'accord. Le vrai visage de Dicko Achadam à lire à la page 3 de votre journal Le Ouara les vainqueurs. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Merci. Et bonne journée à vous. Bonne journée, Eric, et bonne journée à tous les amis de Taxi. Parfait. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et voilà, on a fait le tour des rédactions, les 6 que nous avons programmées ce matin. Donc, dans les kiosques et chez tous vos marchands de journaux, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, Vision d'Afrique, Flambeau des démocrates. Vous avez le journal Le Changement aussi qui est dans le kiosque ce matin. Il y a le journal La Chronique de la semaine. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Je pense avoir fait le tour, c'est bien cela. Et puis, il y a le mensuel d'information de la Cour d'appel de Lomé, Reflet du Palais. Tous ces journaux, vous les retrouverez forcément dans les kiosques ce matin. Je voulais rappeler avant la pause et pour lancer le débat sur le dialogue politique que dans 3-4 minutes exactement, nous serons au téléphone avec Mohamed Madi Djabakate. Il est politologue, expert des questions de sécurité et de paix, président du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements. Taxi Nutri Santé, votre santé nous tient à cœur sur Taxi FM. Suivez Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Dans Taxi Nutri Santé, praticiens de la santé, nutritionnistes, personnes ressources du monde de la santé sont à vos cheveux. Taxi Nutri Santé, votre santé est garantie sur Taxi FM. Retrouvez Taxi Nutri Santé tous les jeudis de 16h à 17h. Taxi Nutri Santé avec Joël Oniglo tous les jeudis 16h-17h. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tous le lundi, mardi et jeudi 13h30 à 15h. Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfums de femmes, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM.
Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Vous écoutez Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. Dans 10 minutes pour trancher, notre invité ce matin, comme annoncé, c'est Mohamed Madi Diabakate. Il est politologue, expert des questions de sécurité et de paix et président du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Mohamed Diabakate, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Vous allez lancer le débat sur le dialogue politique que nous allons peut-être prolonger avec les auditeurs tout à l'heure. Vous suivez l'actualité politique au Togo, surtout après le déclenchement de la crise en août dernier. Aujourd'hui, les acteurs semblent s'engager dans la voie du dialogue. C'est la seule issue de sortie de crise selon plusieurs observateurs. Est-ce qu'on n'a pas finalement, Madi Diabakate, perdu trop de temps pour rien? Oui, au prime abord, on peut dire qu'on a perdu trop de temps, 6 mois dans une crise, mais il faut juste le comprendre que c'est la résultante de notre processus démocratique, parce que ce n'est pas la première fois que les gens se sont retrouvés à un dialogue, et au point où le dialogue, tel qu'en temps nous avons constaté que la valeur de la marche a été dévalorisée, le concept du dialogue a été également dévalorisé au Togo, ce qui fait que les gens ont hésité à un moment donné, parce que ne croyant plus en ce dialogue, quand on se réfère déjà à l'APG, dont beaucoup de reliquats sont pas encore mis en œuvre à ce jour, il est évident qu'on pouvait hésiter pour aller au dialogue. Mais il est aussi à saluer la prise de conscience parce que en dehors du dialogue dans une démocratie ou bien dans un processus démocratique, il n'y a pas d'autre voie pour faire des réformes, pour aller de l'avant. La violence politique a toujours été proscrite et pour une fois au moins les acteurs le comprennent et nous espérons qu'ils comprendront aussi les enjeux qui les amènent à ce dialogue pour pouvoir dialoguer réellement. Alors, les questions qui mobilisent les populations depuis des mois ne sont pas nouvelles. Hein. Elles ont été toujours discutées entre ces acteurs politiques-là sans un règlement réel et définitif du problème. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut y croire, Madi Diabakate? Bon, de manière objective, on dira qu'on n'y croit plus trop parce que ce soit le pouvoir en place ou l'opposition, tous sont contraints à ce dialogue par ceux à qui se sont adressés pour demander leur intervention dans la crise togolaise. Parce que finalement, ils ont été dans une posture où chacun doit aller au dialogue pour démontrer que il ne croyait plus en ce dialogue et l'échec de ce dialogue lui donnera maintenant l'opportunité de mettre en œuvre le plan qu'il proposait de son côté. Et c'est aujourd'hui la logique dans laquelle les deux camps se trouvent. Et c'est là où justement il y a à craindre par rapport à l'aboutissement de ce dialogue. Alors, certains pensent que le peuple doit maintenir la pression sur les protagonistes de la crise pour un règlement total du problème togolais. C'est aussi votre avis? Bon, je pense que le peuple en général, parce que aujourd'hui nous citons les sondages d'Afrobaromètre pour dire que les Togolais en majorité aspirent aux réformes. Mais dans la réalité aussi, on a vu que chacun a peut-être sa conception des réformes ou chacun a ses attentes des réformes. Donc, il faut à un moment donné juste que les leaders prennent leurs responsabilités parce que le peuple c'est qui? Qu'est-ce que le peuple fera s'il n'est pas dirigé par des leaders sur une question donnée? Mais n'empêche, le peuple est en devoir d'interpeller à travers l'opinion publique les leaders politiques pour les orienter sur ses attentes. Alors ça se suppose que le peuple peut maintenir la pression pour que les deux acteurs-là, le gouvernement et l'opposition, ne sortent des discussions sans résultat réel. Bon, il y a une réalité. Aujourd'hui, quand vous voyez la tendance, quand vous prenez la majorité, ils ont une certaine conception de la réforme et qu'ils prodiguent chaque fois dans leurs manifestations. Quand vous voyez maintenant l'opposition, et si vous avez suivi les dernières manifestations du week-end passé, le message était autre.
Les réformes, on les voit peut-être avec le départ de Fogna Singbe, on les voit autrement. Quand vous suivez le discours du PNP, vous suivez le discours de l'ANC. Donc, il est évident que ces attentes sont parfois assez, disons, élevées. Mais il est difficile de croire que dans le cadre d'un dialogue, on arrivera à cela de façon aussi aisée. Donc, le peuple beau être en alerte, il va falloir aussi que les leaders puissent faire comprendre au peuple qu'est-ce qui est possible d'obtenir dans un dialogue, qu'est-ce qui est possible d'obtenir avec l'intervention de la médiation, et quand même ne pas monter les attentes. C'est ça le réel enjeu. Le peuple a le droit de mettre sa pression et de faire comprendre aux acteurs politiques qu'il attend une sortie de crise paisible, une sortie de crise qui permette de relancer les choses. Mais il faut juste aussi savoir contrôler les attentes. Alors, les discussions, c'est le 15 février. Pour certains, il y a un troisième larron qui doit aussi participer au débat, et on évoque le cas de l'armée togolaise, les forces armées togolaises. Pour vous, doit-elle participer aux discussions politiques? Vous savez, beaucoup disent aujourd'hui que d'ailleurs le gouvernement ou le parti au pouvoir est la branche civile de l'armée. Et c'est une façon laconique de parler, mais quand vous connaissez les réalités togolaises aussi, vous comprenez que l'armée togolaise a ses responsabilités et il a sa part à jouer. Donc il n'y a pas lieu, pour moi aujourd'hui un dialogue, il faut toujours qu'il soit assez inclusif et que les différents acteurs, que ce soit les acteurs apparents ou les acteurs cachés, puissent être mis à contribution. Parce que vous avez en tête, dans ce pays, on a vu des gens qu'on a appelés sous forme de miliciens qui agissaient en présence de certains membres de l'armée sans être inquiétés. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre à clarifier et ça veut dire qu'il y a des acteurs à rassurer. Donc l'armée a sa place autour de cette table du dialogue, tout comme d'autres courants de l'opposition qui ne se retrouvent pas forcément dans la rue, tout comme la société civile elle-même, si elle arrive à trouver une plateforme revendicative assez objective pour orienter les partis politiques. Très bien, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que vous parlez de la société civile. D'ailleurs, Togo Debout a animé une conférence de presse hier où cette société civile veut un dialogue sincère qui pose les vrais problèmes et qui apporte les bonnes solutions. Ils ont même un meeting le 13 février prochain, une histoire peut-être de mettre la pression un petit peu sur les hommes politiques. Merci beaucoup, Mohamed Madi Djabakate. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. À vous également. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Et voilà, nous lançons comme cela le débat sur le dialogue politique qui s'ouvre certainement le 15 février prochain. Vendredi dernier, les émissaires des présidents guinéens et ghanéens étaient à Lomé à l'issue des discussions avec le gouvernement et la coalition. Ils se sont entendus que la discussion commence le 15 février prochain. Avez-vous un message particulier à adresser à ces protagonistes de la crise? Quel est votre avis de ces discussions? Quelle orientation faudra-t-il lui donner finalement? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Je rappelle le contact de la radio Taxi FM Lomé, 93 96 99 99. Nous avons encore 5-6 minutes à passer ensemble sur l'antenne. Notre premier auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Oui, ça va, Eric. Très bien, nous vous écoutons. C'est monsieur? Oui, c'est Kolani d'Abreu. Monsieur? Kolani. Kolani, très bien, nous vous écoutons. Ok, pour ce dialogue, moi je souhaiterais que ce soit deux camps qui discutent. C'est-à-dire le pouvoir et l'opposition en face. C'est ce que je vais dire par là. Il ne faudrait pas qu'on invite certains partis qui seront là. On ne sait pas s'ils font partie de la coalition de 14 ou ils font partie du pouvoir. Oui, mais monsieur Kolani, monsieur Kolani, oui. Le débat au Togo, c'est les réformes et les réformes intéressent tout le monde. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Puisqu'il y a des gens, on ne peut pas aller là-bas avec une diversité d'opinions. Vous comprenez? Puisqu'il y a les réformes à faire. Il y a un parti qui est au pouvoir qui est toujours réticent aux réformes. C'est dommage, on a perdu à M. Kolani. Il peut nous revenir, on est encore à l'antenne pour 5 minutes. 93 96 99 99, nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Allô? Allô, c'est le deuxième Kolani. Monsieur Kolani, le grand citoyen d'État, bonjour.
Comment allez-vous? Je me porte bien. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Il n'y a rien à dire à nos gens, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Déjà, la PG avait donné des pistes. Mais pour l'intérêt personnel des uns et des autres, nous avons joué. Aujourd'hui, le peuple, on m'a dit merci à Tadam, le PNP qui est revenu éclaircir cette situation. Aujourd'hui, le peuple est éveillé. Les gens parlent à l'époque. Aujourd'hui, c'est autre chose, hein, monsieur Eric. Les WhatsApp sont là, les choses ont évolué. Bien sûr. Donc, nous allons dire qu'ils doivent être sincères dans la salle. Ce qui est pour le peuple, des verrouilles des institutions. Il faut que les institutions soient fortes. Il ne faut pas regarder le chef de l'État. Non, c'est un individu, je le dis bien. Regardez les institutions. Mettez les choses en place pour que le peuple soit gagnant. Les intérêts personnels, il faut les oublier. C'est tout ce qui est. Mais ceux qui vont participer, ce n'est pas un problème. Nous avons tous le retour à la Constitution 92. On a demandé les fondamentaux, l'originalité de la chose. Ce n'est pas réellement l'intégralité. Des éléments qui faut sortir, des éléments qu'il faut maintenir. Il faut ramener. C'est ce qui est important. Donc nous allons dire à ceux qui seront là-bas, ils doivent être illuminés par le Seigneur. Ça, nous allons tous dire, c'est important. Parce que c'est le dernier tournoi. Hein, parce que nous avons des élections devant. Ne regardez pas le chef de l'État. C'est un problème. Laissez ça. Déjà, nous avons, je dis bien, nous avons semé dans la tête de tous les Congolais. En 2020, UNI peut présenter notre candidat. Mais si le président finit et il faut attirer la demande, non, c'est battu à plat. Merci pour l'émission. D'accord. Monsieur Kolani, merci de nous avoir appelés. Vous parlez de prier pour que ce dialogue aboutisse véritablement. Je voudrais juste rappeler que la coalition des 14 a informé hier dans un communiqué qu'il faut que tous ont pris pour que ces discussions débouchent sur des solutions justes, durables aux aspirations profondes du peuple togolais, aspirations à l'alternance politique, à la démocratie, à l'édification d'un état de droit, au développement et à la paix. Très bien. Notre troisième auditeur, allô? Oui, bonjour, mon cher ami, d'accord. Bonjour, monsieur Donné, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Sincèrement, vous dites ce matin, moi, je ne crois pas trop à ce énième dialogue. Hein. Vous ne croyez pas à ce dialogue? Parce que on en a communiqué par le passé, après de nombreux dialogues, les accords sont restés dans le tiroir, ils ne sont pas appliqués. Vous voyez? Donc, moi, à mon humble avis ce matin, il va falloir, c'est-à-dire quel médiateur peut faire pression sur les gouvernements et les demander réellement. Donc, combien d'années eux, ils veulent faire au pouvoir? Parce que le pouvoir se pose là-bas. Combien d'années, il y a des mecs qui n'ont pas, eux, ils veulent rester au pouvoir. Il va falloir qu'ils nous le disent réellement. Pour que tout le peuple togolais sache qu'il leur reste X années au pouvoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que, ils parlent de la démocratie de l'État, de droit de la vote, mais ils sont incapables de limiter leur propre mandat. Bonjour, mes chers amis. Merci, monsieur Don. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée également. On a encore la place pour un auditeur 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM nommé à l'heure de Taxi Média Show. Notre dernier auditeur, le 4e. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen. Oui, comment allez-vous? Je voulais réagir par rapport à votre intervenant qui parlait avant l'émission, quoi. Notre invité? Oui. Allô? Il disait par rapport à... C'est monsieur... Qui est-ce qui a au téléphone, excusez-moi? C'est monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, très bien, nous vous écoutons. Oui. Il disait que, si les marches n'ont pas abouti, Titi Atadam, il va vraiment rendre compte à l'État. Moi, j'ai dit c'est archi faux. Parce que, il était vraiment dans RPT avant. Mais je dis c'est faux parce que Macky Sall était premier ministre pour Abdourawad. Aujourd'hui, il est président. Donc, si je suis avec toi, j'amène mes positions et si tu dis que ce n'est pas bon, c'est que je peux prendre distance avec toi. Oui. Vous voyez, non? Donc, moi, tous les jours, j'ai dit, pourquoi les présidents ne vont pas prendre l'exemple de Mandela et qu'après leur mort, on va parler du bien. Et on va s'éterniser au pouvoir, mourir sur le pouvoir. C'est pas bon. C'est pas une dynastie, c'est une république. Alors, Abdoul, qu'attendez-vous de ce dialogue? Le dialogue, c'est vrai, Si il peut s'entendre, c'est ce que le dernier intervenant disait, non? Est-ce que le dialogue, on en a fait beaucoup? Souhaitons que dans l'avenir, ça peut bien passer. Parfait. Parce que chacun sa position. Que on va remettre les choses à zéro. C'est là le réel problème.
D'accord, très bien. Monsieur Abdoul, merci de nous avoir appelé. On a compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête là pour Taxi Média Show de ce jeudi. Merci à Monsieur Abdoul, Monsieur Donné, Monsieur Kolani et le premier Kolani, puisqu'ils sont deux à nous appeler ce matin. Le premier n'est pas allé au bout de sa réflexion. C'est pas grave. On pourra revenir sur le sujet demain ou la semaine prochaine, puisque le débat reste ouvert. Les discussions auront lieu le 15 février prochain à Lomé, sous la médiation du Ghana et de la Guinée. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique de ce programme. Juste après, nous vous le retrouverez pour la suite et la fin de la matinale. Comment est-ce que tu l'appelles déjà ? Manu Réveil, très bien. Alors, juste après lui, il y a la rédaction qui vous retrouvera pour le bulletin d'information, c'est à 9h, 9h10. Joël Roniglo vous retrouvera aussi. Et puis, nous autres, on vous retrouve à 11h et notre invité ce matin, c'est le professeur Apedo Togwata Aman. Il sera avec nous. On va aborder les questions essentielles de l'actualité socio-politique de notre pays. D'ici là, passez une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de radio Taxi FM. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.